tous, je suis Bertrand Guéguignat et je vous souhaite la bienvenue sur la webconférence Grâce à Voix. Aujourd'hui, elle est consacrée à l'actualité juridique de la protection sociale. Nous recevons Florence Samin et Pascal Alberola de la direction juridique de Grâce à Voix. Vous êtes des spécialistes de la protection sociale et allez nous expliquer les points clés des textes concernant le contrat responsable. Pascal, Florence, le contrat responsable, qu'est-ce que c'est ? Alors bonjour, Pascal Alberola, responsable juridique de Grâce à Voix. Donc on va commencer par redéfinir le contrat responsable. Donc le contrat responsable, aujourd'hui, si on en parle, c'est pas parce que c'est une nouveauté, c'est un concept qui existe déjà depuis 2006, même si les deux documents réglementaires qui l'ont mis en place datent de 2004. Il y avait eu déjà à l'époque une période d'adaptation. Ça va faire avancer le slide. Donc voilà le contrat responsable. Donc, chez Bertrand Guéguignat, mon assistant qui n'est pas très réactif. Je suis désolé. Donc le contrat responsable, c'est dans le Code de la Sécurité sociale. On le trouve à l'article L871-1 du Code de la Sécurité sociale. Comme je l'ai dit, donc il date de 2006. Et c'est à partir de cette année qu'on a la notion de contrat responsable qui apparaît. Donc c'est donc pas une nouveauté. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'il y a eu du changement. Au départ, le contrat responsable, dans sa fonction initiale, a été créé autour de la notion de parcours de soins. La mise en place du parcours de soins qui comportait des pénalités qui ne devaient pas être prises en charge par les mutuelles. Et on avait décidé donc que les contrats d'entreprise ne devaient pas prendre en charge ces pénalités. Et à ce titre, elles obtenaient le label de responsable. Le contrat responsable comportait également des remboursements minimums. Donc tous vos contrats actuels ont ces remboursements minimums. Mais à la fin de l'année dernière, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2014, dans son article 56, avait annoncé que le cahier des charges du contrat responsable serait modifié. Donc on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, et on l'a su progressivement. On va vous donner l'étalement des dates parce que ça va avoir un sens, vous le verrez tout à l'heure, pour la mise en œuvre du dispositif. C'est le 8 août 2014 que la loi de rectificative de financement de la sécurité sociale est venue nous expliquer ce qu'on entendait par modification du cahier des charges du contrat responsable, en nous donnant une date d'entrée en vigueur qui est assez complexe à comprendre et qu'on expliquera tout à l'heure, et en nous indiquant également que les contrats responsables devaient faire une différenciation de niveau de remboursement entre les médecins qui étaient signataires du contrat d'accès aux soins, qu'on résumera en CAS, et ceux qui sont non signataires au contrat d'accès aux soins. Le contrat d'accès aux soins, c'est une nouveauté qu'on vous expliquera tout à l'heure aussi, qui est un petit peu complexe également. C'est enfin le décret du 18 novembre 2014, donc 2-3 mois après la loi, qui est venu donner la définition des nouveaux plafonds de prise en charge. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les contrats responsables comportaient déjà des planchers, c'est-à-dire des minimums obligatoires de prise en charge. La nouveauté de nouveaux contrats responsables, c'est que désormais, à ces planchers, sont ajoutés des plafonds. Et ces plafonds, c'est-à-dire ces maximums de prise en charge, sont définis dans le décret du 18 novembre 2014. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi du 8 août avait préparé une date d'entrée en vigueur qui tourne autour du 1er avril 2015 pour une première mise en conformité. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement vos régimes doivent être en conformité le 1er avril 2015. Vous le verrez tout à l'heure quand on abordera la mise en œuvre. Il y a des scénarios différents et c'est un petit peu complexe à appréhender, mais on le verra. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau cahier des charges des contrats responsables? On a donc un encadrement des garanties avec des nouveaux planchers et des nouveaux plafonds. Les garanties doivent donc respecter une sorte de tunnel de remboursement pour garantir le caractère responsable de votre régime. Je rappelle qu'un régime, la définition d'un régime, c'est un acte de mise en place, DUE, accord collectif et référendum, et un contrat d'assurance. C'est les deux qui créent ce qu'on appelle un régime. Donc en fait, concrètement, Pascal, par rapport à l'ancienne version du contrat responsable, on avait un plancher et des remboursements minimums, oui, voire des actes qui n'étaient pas remboursables. Aujourd'hui, au-delà de ça, on a modifié ces planchers et on a également fixé des plafonds. Tout à fait, voilà. C'est pour ça que j'appelle ça un tunnel. D'accord. Alors, on peut aussi se poser la question, puisque le système se complexifie, mais au fond, pourquoi est-ce que j'ai besoin que mon contrat soit responsable? On se pose cette question parce qu'on nous l'a demandé, en disant mais est-ce que c'est tellement avantageux pour un contrat d'être responsable parce que ça commence à être compliqué? Alors,
ce slide vous sert à résumer les avantages du contrat responsable. Il se trouve que vos régimes d'entreprise sont déjà, pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, des régimes collectifs et obligatoires. Eh bien, pour que ces avantages soient maintenus, il faut qu'ils aient également le caractère de responsabilité. Donc aujourd'hui, un régime d'entreprise obligatoire doit également être un régime responsable. Pourquoi ? Parce que sinon il perd, l'exonération de cotisation de sécurité sociale sur le financement patronal. Il faut savoir qu'une cotisation aujourd'hui, par exemple, de 100 € en frais de santé, en général on a une prise en charge de l'employeur de 50%, donc de 50 €. Eh bien, ces 50 €, à la différence de tout ce que l'employeur verse aux salariés, ne sont pas considérés comme du salaire, donc il n'y a pas de charge sociale dessus, exonération de cotisation de sécurité sociale qui sont importantes. Je ne connais pas les chiffres précis, mais ces sommes ne sont pas négligeables. C'est remplacé par le forfait social, il faut quand même le dire, qui est un forfait qui est uniquement de 8%, qui est quand même beaucoup moins important que les charges qui devraient être payées sur ces 50 € si c'était considéré comme du salaire. Donc première chose, conserver le caractère responsable nous permet de bénéficier sur la part patronale, donc permet à l'entreprise de bénéficier d'une exonération de charges sociales. Ça permet également pour le salarié de bénéficier de la déductibilité fiscale de sa propre cotisation. Donc dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on avait une cotisation de 100 €, 50 € pris en charge par l'employeur, sans charge sociale, 50 € pris en charge par le salarié. Eh bien, ces 50 € ils sont prélevés sur son salaire avant impôt, ce qui permet pour lui de les défiscaliser. Autrefois, mais depuis 2014, avec une rétroactivité pour l'année 2013, on a tous vu quand on a reçu nos fiches de paye en début d'année, il n'y a plus la déductibilité fiscale de la part patronale, il n'y a plus que la déductibilité fiscale de la cotisation salariale. Donc c'est intéressant pour le salarié parce que c'est l'achat d'un bien qui, parce qu'il est obligatoire, il n'a pas le choix en fait, la législation lui permet sur ce coût de le déduire de ses impôts. Et c'est automatique, il n'a pas d'acte à faire, c'est déjà fait sur la fiche de paye. Je le précise parce qu'on m'a déjà posé la question. Et enfin, le dernier avantage du contrat responsable, c'est de bénéficier d'un taux de taxe avantageux. Il y a une taxe qui s'appelle la TCA, qui est de 7% si le contrat est responsable, et qui est de 14% si le contrat est non responsable. Donc concrètement, en fait, pour bénéficier de tous ces avantages, il y a un différentiel d'environ 20% qui est calculé entre un contrat non responsable et un contrat responsable, mais il faut bien conserver les trois critères collectifs, obligatoires et responsables. Tout à fait. Ça, je parle que des contrats donc collectifs et obligatoires qui doivent donc conserver en plus le caractère responsable. Et il faut savoir que le contrat responsable s'applique à tous les contrats et qu'il y a aussi des contrats dits individuels, le contrat que tout le monde peut aller acheter en bas de chez lui s'il a envie d'acheter ce qu'on appelle couramment une mutuelle, même si on n'achète pas toujours chez une mutuelle. Ces contrats-là peuvent également être responsables ou non responsables, mais dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas l'avantage sur la cotisation de sécurité sociale ou sur la déductibilité fiscale, puisque le cas ne se pose pas. C'est comme si vous alliez acheter une baguette de pain, vous allez acheter un produit. En revanche, l'avantage qui reste sur ces produits-là, c'est celui de la taxe, qui sera de 7% si le contrat est responsable et de 14% s'il ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour les contrats collectifs, pour les contrats dits d'entreprise, parce que là, au-delà de ce simple taux avantageux de taxe, il y a également toute cette partie de déductibilité et exonération. Alors, vous parliez tout à l'heure des délais de mise en conformité avec un appareillage et un dispositif qui est très complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer concrètement, selon les cas, comment ça va se passer? Alors, Florence, je vais laisser la parole sur ce sujet, parce que quand c'est compliqué, on laisse le travail aux femmes. Bonjour. Donc, le principe du contrat responsable, et donc notamment de sa mise en conformité, a été fixé, comme on l'a vu tout à l'heure, par la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, dans un texte qui était qui manquait un peu de clarté, on va dire. Donc le principe qu'elle a fixé, donc cette loi, c'est que c'est un principe et une exception. Donc le principe, il est cité ici, c'est que tous les contrats bulletins au règlement devront se mettre en conformité lors de leur renouvellement postérieur au 1er avril 2015. Donc le principe est bien que tous les contrats qui donc existaient avant le 1er avril 2015, ils se mettront en conformité au moment de leur renouvellement qui interviendra forcément après le 1er avril 2015. Par contre, tous les nouveaux contrats, j'ai envie de dire, qui seront souscrits après le 1er avril 2015, ils se mettront en conformité, bien entendu, tout de suite.
Alors, petite précision, comme on l'a vu, les contrats souscrits lors de leur renouvellement postérieur au 1er avril 2015, ça veut dire que pour un contrat collectif, c'est le 1er janvier 2016. Tout à fait. La fin de l'année. La plupart des contrats collectifs se renouvellent à la fin de l'année. Voilà, En revanche, pour un produit individuel, c'est au moment de l'adhésion. Donc l'exception. Alors l'exception, l'exception ne va concerner que les contrats collectifs et obligatoires, puisque le texte fait expressément référence aux régimes qui sont formalisés par un des actes qui est fixé par l'article L911.1 du Code de la Sécurité sociale, donc les accords collectifs, les référendums ou les DUE. Donc ce sera forcément un contrat collectif et obligatoire. Qui s'explique en fait par la difficulté de renégocier Exactement, tout à fait. C'est notamment, exactement, cette exception permettait notamment pour les entreprises de renégocier, mais sont également visées les branches, donc les conventions collectives, qui est celle qui prévoit par exemple des régimes de frais de santé obligatoires, elles aussi doivent renégocier leur grille de garantie pour également se mettre en conformité, et c'est toujours un petit peu plus long pour les conventions collectives puisqu'il faut le temps de se rencontrer et de négocier, ce qui est en général beaucoup plus long que dans une entreprise, d'où la période transitoire qui peut aller jusqu'au 31 décembre 2017. Donc l'exception, c'est que tous les contrats responsables, donc issus d'un des actes juridiques fixés par l'article L911.1 du Code de la Sécurité sociale, continuent de bénéficier des dispositions d'exonération s'ils étaient déjà responsables selon le cahier des charges sur le contrat responsable qu'on connaissait jusqu'alors, soit donc jusqu'à la prochaine entrée en vigueur de toute modification de l'acte juridique, c'est-à-dire modification de la DUE, de l'accord collectif ou du référendum, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. Alors vous allez avoir plusieurs cas de figure en fonction en fait de quand est-ce que je vais modifier mon acte juridique, quand est-ce que mon régime a été mis en place, etc. Vous aurez à chaque fois éventuellement plusieurs cas de figure qu'on peut rencontrer et on en a fixé, il me semble, 5. Et en fait, ils sont positionnés par rapport aux grandes dates dont parlait Pascal tout à l'heure. Exactement. C'est pour ça qu'en début de présentation, on vous a représenté le calendrier des dates de mise en place du nouveau cahier des charges, parce que, par exemple, là, voilà, dans le premier cas, on va parler de l'exception, c'est-à-dire comment je fais pour bénéficier du super privilège de conserver l'ancienne obligation de contrat responsable jusqu'au 1er janvier 2018. Eh bien, c'est uniquement si vous avez un régime qui fonctionne et qui est mis en place et qui a été mis en place avant la promulgation de la loi. Et comme la loi a été promulguée le 9 août, c'est donc si vous avez modifié votre acte avant le 9 août, donc là on a une flèche qui vous montre que la période transitoire dans ces cas-là, c'est jusqu'au 1er janvier 2018. Donc on peut conserver son dispositif en l'état s'il est antérieur à la loi, ce qu'il est antérieur donc au 9 août 2014 et qu'on ne change rien, et comme Florence vous l'a bien dit tout à l'heure, qu'on ne change rien à l'acte juridique de mise en place, c'est-à-dire la DUE, l'accord collectif ou le référendum, non pas le contrat. Voilà. Tout à l'heure, je dis un régime, c'est à la fois un acte et un contrat. Exactement, tout en sachant que pour l'instant, l'administration m'a laissé sous-entendre que toute modification de l'acte juridique entraînerait la perte de la période transitoire. Elle ne ferait pas de distinction particulière entre une petite modification ou une grosse modification. On verra tout à l'heure dans les questions-réponses quel type de modification entraîne quel type d'acte entraîne nécessairement la modification de votre DU ou de votre accord. Je voudrais juste rajouter, parce qu'on vient d'avoir mais qui n'est pas encore la circulaire officielle, parce que comme vous le savez, aujourd'hui là on vous parle d'un décret sur les contrats responsables. L'administration avait dit que ce décret étant un petit peu complexe, elle sortirait rapidement une circulaire d'interprétation, mais on ne sait jamais ce que ça veut dire rapidement. Il se trouve que c'est engagé à ce qu'il sorte en mois de décembre, et donc là on est donc le 11 décembre, et on a eu un projet qui circule, et dans ce projet, il est indiqué, mais ça n'est qu'un projet, il peut tout à fait changer, donc on n'a pas modifié notre slide pour l'instant parce qu'il n'est pas du tout officiel. L'administration semble dire que nous quand on dit qu'il faut avoir modifié son acte avant le 9 août 2014 pour bénéficier de la période transitoire maximale jusqu'au 1er janvier 2018, l'administration de la sécurité sociale semble dire qu'elle l'étendrait encore un petit peu et permettrait de garder ce bénéfice du 1er janvier 2018
pour tout changement qui serait antérieur à la promulgation du décret et non pas de la loi. Et le décret étant sorti le 18 novembre, ça veut dire que si vous avez fait des modifications après le 9 août, mais avant le 18 novembre, vous gardez quand même la possibilité, garderiez, merci, la possibilité de conserver la période transitoire maximale du 1er janvier 2018. Alors aujourd'hui, notre slide, on l'avait fait il y a quelques jours. Le projet de circulaire, il est sorti ce matin, et en plus il n'est pas officiel, il est diffusé de manière, on va dire, un petit peu aléatoire, juste pour que l'information circule chez les professionnels. Donc on ne modifie pas encore notre slide, parce que pour nous c'est la loi, parce que c'est ce que dit le texte, mais il semblerait que peut-être l'administration soit légèrement plus coulante et laisse bénéficier de la grande période, même si vous avez fait des modifications après le 9 août, à condition que ce soit avant l'apparition du décret, donc avant le 18 novembre. Donc potentiellement, il y aurait une période de cohérence entre le 9 août et le 18 novembre. Exactement. Alors le deuxième cas, en fait, c'est un acte qui est modifié ou justement créé entre le 9 août et le 1er avril 2015. Alors si on va au bout du projet de circulaire, finalement ce ne serait pas un acte modifié entre le 9 août et le 1er avril, ce serait un acte modifié entre le 18 novembre et le 1er avril 2015. Bon. Comme on a dit, c'est un projet de circulaire pour l'instant. Tant que la circulaire définitive n'est pas publiée, on ne va pas être plus souple que la loi, c'est un petit peu délicat. Mais c'est vrai que c'est quand même une date qu'on pourrait retenir. Donc effectivement, là, ici, soit je modifie ou je crée mon acte entre le 9 août ou éventuellement, à voir si on peut retenir cette date, donc le 18 novembre 2014 et le 1er avril 2015. Ma période transitoire, elle va se dérouler jusqu'au 1er janvier 2016. Donc je vais vraiment me mettre en conformité au 1er janvier 2016. Donc ce qui signifie que là, on est typiquement dans le principe. Tout à l'heure, le premier slide qu'on a vu, c'était l'exception des contrats collectifs. Là, on est dans le principe, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai modifié mon acte après l'apparition de la loi ou du décret, je dois me mettre en conformité au premier renouvellement qui va suivre le 1er avril 2015, donc pour l'écrasante majorité des contrats d'entreprise, le 1er janvier 2016. Alors le troisième cas, c'est je crée mon acte. Voilà, je n'avais rien après le 1er avril 2015, je n'avais rien jusqu'à Exactement. C'est-à-dire que je mets en place pour la toute première fois au sein de ma société un régime de frais de santé. J'anticipe éventuellement légèrement mon obligation de généralisation de la complémentaire santé qui entre en vigueur au 1er janvier 2016. Donc je décide de prendre un peu les devants, ou éventuellement je me mets en conformité avec ma convention collective qui a tout récemment signé et étendu un accord de branche, par exemple, et donc je me mets en conformité. À ce moment-là, eh bien, je ne bénéficie donc ni du principe ni de l'exception, puisque je n'avais rien donc avant le 1er avril 2015, et donc mon contrat devra être responsable immédiatement, puisqu'il s'agit d'un tout nouveau contrat. Le législateur considérant que le temps a été suffisant à l'entreprise. Voilà, on ne va pas, exactement, on ne va pas vous permettre de bénéficier, si vous voulez, d'une période transitoire. Au-delà, pour un contrat qui a été signé ou une création de régime qui a été signée après l'entrée en vigueur du contrat responsable, puisque de toute façon, ça vous amènerait à renégocier derrière, ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc on vous demande à ce moment-là de vous mettre en conformité immédiatement, comme ça, dès l'entrée en vigueur de votre régime, vous serez tout de suite sur le nouveau cahier des charges du contrat responsable. Et donc le cas suivant, c'est une toute petite nuance par rapport à ce qu'on a vu. On a vu le premier cas, c'était l'exception. On a vu le deuxième cas, c'était le principe. On a vu le troisième cas, c'était le cas assez rare où vous créez votre régime après le 1er avril. Et là, c'est le cas un peu plus courant où vous ne créez pas votre régime après le 1er avril, certes, mais vous le modifiez après le 1er avril. Eh bien, si vous le modifiez après le 1er avril, on retombe dans le principe et vous bénéficiez à nouveau de la possibilité de vous mettre en conformité au 1er janvier 2016. Par contre, vous n'avez pas le super privilège de 1er janvier 2018. Exactement. Là, vous retombez sur le principe qui vous précise que vous devez vous mettre en conformité lors du renouvellement de votre contrat d'assurance, donc là, majoritairement pour les contrats collectifs et obligatoires au 1er janvier de chaque année. Alors le dernier cas. Donc là, c'est le cas qui se présentera plus tard. C'est certes, mais si j'ai tenu jusqu'au 1er janvier 2016, et puis je modifie mon acte après le 1er janvier 2016. Bien, si je modifie mon acte après le 1er janvier 2016, je dois me mettre en conformité tout de suite. Je ne peux pas attendre le 1er janvier 2018. Voilà, là on a l'application vraiment du principe qui a été dicté, c'est-à-dire je me mets en régime, en conformité avec le nouveau cahier des charges dès le moment où j'ai modifié mon acte juridique. Alors, la synthèse en fait de ces 5 cas, c'est celle-là. Oui.
Donc on voit ici sur ce tableau qui est plutôt bien fait, les 5 cas qu'on vient d'énumérer, en commençant par le cas le plus large, c'est-à-dire l'exception, c'est-à-dire acte modifié avant le 9 août, et comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que d'ici quelques jours, on devra mettre à jour notre slide et dire acte modifié avant le 18 novembre de cette année. Et dans ces cas-là, vous ne changez rien à votre acte, et bien vous avez jusqu'au 1er janvier 2018. Je tiens à préciser tout de même que ça me paraît un scénario très optimiste, dans le sens où c'est très difficile, à mon sens, de ne rien modifier à son acte entre aujourd'hui et le 1er janvier 2018. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on soit obligé de changer une cotisation ou un engagement important qui est inscrit dans l'acte. Pour autant, dans l'absolu, si vous ne changez rien et que vous êtes en conformité aussi, par exemple, au panier de soins minimum, qui va bientôt nous tomber dessus, eh bien, vous avez jusqu'au 1er janvier 2018 pour vous mettre en conformité sur les contrats responsables. La deuxième flèche, on l'a vu, donc, c'est le principe, c'est-à-dire je modifie ou je crée mon acte après la loi ou après le décret, et dans ces cas-là, c'est 1er janvier 2016. Je pense que si vous deviez retenir une date, c'est la date qui va concerner le plus de gens, à mon sens, c'est 1er janvier 2016. Évidemment, il y aura je ne vous dis pas que c'est la date qui concerne tout le monde, mais je pense que c'est le cas majoritaire. Quand est-ce qu'on se met en conformité avec les contrats responsables quand on a un régime qui tourne déjà? C'est 1er janvier 2016 dans la plupart des cas, et c'est la ligne numéro 2. La ligne numéro 3, c'est le cas très spécifique de la création d'un acte et d'un contrat après le 1er avril, et là la conformité doit être immédiate. La ligne numéro 4, c'est le cas d'une modification après le 1er avril, et là on retombe dans le principe, donc c'est 1er janvier 2016. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas de quelqu'un qui a tenu bon jusqu'à présent, mais qui modifie son acte après le 1er janvier 2016, le 2, le 3, etc., quel que soit le jour où il modifie son acte, il doit se mettre en conformité tout de suite. Très bien. Les garanties, en fait, qui sont touchées par le contrat responsable, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, jusqu'à présent, on s'est penché sur la mise en œuvre. C'est quand même la première question que tout le monde nous a posée. Mais on peut s'attarder un peu sur ce que contient ce fameux contrat responsable. Le contrat responsable devra rembourser l'intégralité des tickets modérateurs. Tous les tickets modérateurs, sauf, et on les a cités dans la flèche verte, les cures thermales, l'homéopathie et les médicaments dont le service médical est modéré ou faible. Donc, en dehors des cures thermales, de l'homéopathie et des médicaments dont le service médical est modéré ou faible, tous les tickets modérateurs devront être pris en charge, donc là on est dans une logique de plancher, pour bénéficier du caractère responsable. Également, point important, c'est la deuxième flèche, l'intégralité du forfait journalier hospitalier, ce qui était déjà le cas, mais quelle que soit la durée de l'hospitalisation, et c'est ça la nouveauté. Et ça signifie qu'aujourd'hui, si vous avez des contrats qui aujourd'hui sont responsables, mais qui prévoient une durée maximum de prise en charge en hospitalière, et c'est souvent le cas pour certaines spécialités. Voilà, comme la psychiatrie par exemple, on le voit souvent dans les contrats. Jusqu'à présent, ça ne posait pas de problème. Demain, un contrat responsable qui prévoirait une durée maximum de prise en charge en psychiatrie, par exemple, il ne serait plus responsable. Il perdrait ce caractère, donc il perdrait tous les avantages qui vont avec. Il peut avoir de gros impacts sur les régimes de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont plafonné cette taxation. Et le troisième axe, qui est un des plus complexes en fait à comprendre. Alors, il s'agit du dépassement d'honoraires des médecins qui n'ont pas adhéré donc au contrat d'accès aux soins. Donc, comme on l'a vu un peu plus haut, on va opérer dorénavant une distinction entre les médecins qui ont adhéré à ce contrat d'accès aux soins et ceux qui n'y ont pas adhéré. Le souhait du législateur, c'est de plafonner les dépassements d'honoraires des médecins qui n'ont pas adhéré au CAS, donc à ce contrat d'accès aux soins. Donc on va plafonner obligatoirement le remboursement qui pourra être effectué pour ces médecins, donc dans la limite de 125% du tarif de responsabilité pour les années 2015 et 2016, qui va redescendre à 100% du tarif de responsabilité à partir de 2017. Bien entendu, il faudra également, donc il y a une double limite, il faudra également tenir compte du fait que on devra forcément prévoir une garantie qui sera 20% de moins que celle perçue que celle offerte par le médecin qui adhère au contrat d'accès aux soins. Donc, 20% du tarif de responsabilité, pas 20% de la somme totale. Alors, en fait,
concrètement, quand on regarde nos tableaux de garantie habituels et qu'on y intègre la part de remboursement de la sécurité sociale, on est sur 2015-2016 sur 225% de la base de remboursement de l'ABR. C'est ça. Et en 2017, on passerait à 200%. Exactement. Il faudra revoir un petit peu la façon dont on raisonne sur les tableaux de garantie, puisqu'actuellement, on ne fait pas de distinction entre médecins, différents types de médecins qui ont signé des contrats avec l'assurance maladie. On veut plutôt par type de spécialisation, mais ça, on va devoir repenser en fait la façon dont on envisage nos tableaux de garantie et les dépassements et la façon dont on va rembourser. Et bien évidemment, c'est un contrat sur lequel on a décidé en fait de prendre en charge des dépassements d'honoraires. C'est pas systématique. Exactement. Et vous aviez préparé en fait des exemples? Oui. Alors on a pris 3 exemples parce que c'est compliqué à comprendre avec cette histoire de CAS. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est le CAS. Donc le CAS, c'est un contrat d'accès aux soins. On ne l'a pas défini, mais pour vous dire rapidement, en quelques mots, le contrat d'accès aux soins, c'est un contrat qui est signé entre la sécurité sociale et les médecins. Pas entre les médecins et les patients. C'est entre la sécurité sociale et les médecins. Et la sécurité sociale propose aux médecins qui accepteraient de signer ce contrat d'accès aux soins un avantage sur leur charge sociale, en échange de quoi les 10 médecins s'engagent sur une année à contrôler leur dépassement d'honoraires. Alors ça vise les médecins du secteur 1 qui ont le droit de faire des dépassements d'honoraires et les médecins du secteur 2. Et ces médecins s'engagent, ils ont une moyenne par rapport à l'année précédente et ils s'engagent à ne pas augmenter au-delà d'une certaine moyenne. Et la sécurité sociale, parce que je me suis renseigné pour savoir comment ça fonctionnait, tous les 3 mois fait un courrier aux médecins signataires et leur explique où ils en sont de leur engagement. Ils ont par exemple, s'ils étaient engagés à faire 110%, qu'ils ont fait 108, on leur dit vous pouvez encore faire quelques dépassements d'honoraires. S'ils sont en revanche à 120, on dit ben, vous pouvez redescendre. Alors, les chiffres que je vous donne sont des chiffres tout à fait illustratifs. Alors, donc ça veut dire quoi? C'est que le médecin s'engage à limiter ses dépassements d'honoraires sur l'année. Ça veut donc dire que c'est entre guillemets à la tête du client. À sa discrétion. Voilà. Certaines personnes pourraient avoir un gros dépassement d'honoraires et d'autres personnes, pas du tout. Seraient à la base de remboursement. C'est lui qui décide. L'essentiel étant que sur l'année, il a atteint un chiffre fixé entre lui et la sécurité sociale. Et donc aujourd'hui, en fait, on a bien des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Oui, c'est tous les médecins. Tout type de médecins. Oui. Tous les médecins qui sont habilités à faire des dépassements d'honoraires. Alors on a pris 3 exemples. Le premier exemple, c'est le plus simple. C'est le cas d'un contrat, une garantie dans votre contrat qui prévoirait pour la consultation d'un généraliste 100% des frais réels. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait, disons plutôt demain, il faudra légèrement modifier la teneur du contrat. Il faudra qu'il précise, pour un généraliste adhérent au CAS, donc au contrat d'accès aux soins, vous serez remboursé à hauteur de 100% des frais réels. Et pour un généraliste qui n'adhérerait pas au CAS, vous serez remboursé à hauteur de 225% de la base de remboursement, c'est-à-dire 100% plus 125%. Demain, après-demain, ce sera 200%, comme on l'a vu là. Et pour l'instant, jusqu'à fin 2016, c'est 225% de l'ABR. Parce que ça fait partie de la limite qui est indiquée dans le décret sur les contrats responsables. Donc pour une consultation de base chez un généraliste à 23 €, ça signifie que votre contrat, si vous êtes non signataire du CAS, si le médecin est non signataire du CAS, votre contrat ne pourra pas rembourser au-delà de 51,75 €. Donc concrètement, en fait, par rapport à une grille de remboursement actuelle, la recommandation qu'on fait, c'est une option de travail, c'est de positionner la garantie actuelle au niveau d'un adhérent au CAS. Exactement. Et donc déduire le taux de remboursement maximum pour un généraliste, mais un médecin de manière générale, qui ne soit pas non CAS. Qui ne soit pas adhérent au CAS, tout à fait. Donc dans le premier exemple, c'était assez simple parce qu'on avait un généraliste et qu'on avait un contrat qui prévoyait 100% des frais réels. Et donc on applique dans ces cas-là la limite maximum prévue par le décret pour les non-adhérents était 225%. Et dans le cas suivant, c'est un peu plus complexe, on a cette fois-ci un contrat qui prévoit non pas les frais réels, mais qui prévoit pour une consultation de spécialiste un maximum de 200% de la base de remboursement. Donc, on a un spécialiste adhérent au CAS, 200% de la base de remboursement, soit pour une consultation à 25 €, un maximum de 50 €. Eh bien, si votre spécialiste n'est pas adhérent au CAS, votre contrat doit prévoir un remboursement à hauteur maximale de 180% de la base de remboursement, soit pour une consultation à 25 €, 45 €. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, certes, vous avez un maximum autorisé pour les non-adhérents de 225%, mais en aucun cas, votre remboursement chez un non-adhérent CAS doit avoir une différence. En aucun cas, ce remboursement doit être supérieur bon, je me suis mal exprimé. En tout cas, il doit être inférieur de 20% de la base de remboursement de celui que vous donnez au CAS.
Effectivement, beaucoup plus C'est clair. beaucoup plus clair. Oui, je vais le faire à l'endroit, c'est plus facile. Donc en gros, si votre spécialiste adhérent en CAS est remboursé à 200%, votre spécialiste non adhérent en CAS doit être remboursé à hauteur de 180%. C'est 20% de base de remboursement de moins. Alors je précise, c'est pas 20% de 200%. C'est ce qui pourrait faire, pour ceux qui sont bons en maths, 160%. C'est 20% de moins de la base de remboursement. Donc on enlève 20% à 200, ça fait 180. Dans l'absolu, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je reprends parce que j'étais un petit peu confus. Si votre spécialiste est adhérent au CAS et que votre contrat prévoit 200%, pour les non-adhérents au CAS, il doit toujours prévoir 20% de moins, donc 180%. On ne peut pas aller jusqu'au maximum de 225, on n'a pas le droit. On doit être 20% moins bien que j'applique là, dans cet exemple, la décote de moins 20%. Et du coup, c'est la bonne transition vers le troisième cas. Voilà. Donc quoi qui est le cas le plus complexe, imaginons, je vais essayer d'être clair, ça va pas être facile, imaginons une consultation chez un neuropsychiatre, on a quelqu'un qui a essayé de comprendre le contrat responsable et que du coup il a besoin d'aller voir un neuropsychiatre, Exactement. et votre garantie prévoit dans ces cas-là un remboursement à 300% de la base de remboursement, c'est-à-dire pour une consultation à 37 euros, un maximum de 111 euros. Et bien dans ces cas-là, le spécialiste qui n'adhère pas au CAS, on est dans l'exemple où on applique la double limite. C'est-à-dire que si je considère que mon spécialiste n'adhérant pas au CAS doit être remboursé 20% d'ABR moins bien, je vais dire 300% moins les 20%, ça fait 280%. Mais non, parce que c'est vrai que c'est 20% moins bien que les adhérents au CAS, mais c'est dans la limite maximum de 225%. Donc là, dans notre cas, ce sera 225%. Concrètement, un dépassement d'honoraires ne dépassera jamais 225%. Exactement. Il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais dépasser, si on n'est pas adhérent si le médecin n'est pas adhérent au CAS, il ne pourra jamais dépasser 225% de l'ABR et pourra même parfois être inférieur, comme on l'a vu dans l'exemple 2 où il était à 180. Très bien. C'est très clair. Donc en fait c'est une double décote. Voilà. Alors là, on a parlé des dépassements d'honoraires. Si on parle de l'optique, parce que ça a quand même été le gros sujet du début d'année sur l'optique et comment ça doit fonctionner, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui est prévu au final dans ce sujet? Alors vous avez des plafonds et à nouveau vous avez une grille qui vous impose donc des minimums, des maximums, tout en sachant que bien entendu vous n'avez en aucun cas l'obligation de prévoir un remboursement des équipements d'optique. Vous devez à minima vous contenter du ticket modérateur, c'est ce qu'on a vu tout au début. C'est que le contrat responsable doit prendre la majorité des tickets modérateurs, sauf certains actes comme on a vu la cure thermale, etc. Donc ici, vous aurez à minima l'obligation de prendre le ticket modérateur sur absolument tous les types d'équipements. Toutefois, si vous le souhaitez, si le contrat le prévoit, il y a la possibilité donc de prévoir des remboursements donc des équipements d'optique, et à ce moment-là, dès qu'on prévoit cette garantie, le contrat responsable impose des minimums et des maximums de prise en charge, donc qui vont de 50 euros à 200 euros minimum et de 470 à 850 selon la complexité de l'équipement optique. Vous avez dans le détail du texte même du contrat responsable, du décret, l'explication exacte de en quoi consiste un verre complet, un verre avec un équipement complexe, etc. C'est selon les dioptries et... Donc effectivement, là, vous avez simplifié la lecture en fait du décret. Non, ça donne quelque chose d'assez complexe. On a choisi d'écrire verre simple, verre complexe ou verre très complexe pour pas écrire ce qu'écrit le décret, mais qui sera appliqué dans vos contrats, c'est-à-dire une définition très précise, 0,4 dioptrie avec un globe oculaire X. Enfin, moi, c'est pas notre métier. Donc, ceci, c'est très bien expliqué pour que tous les types de verres soient pris en compte. Mais là, sur un tableau, c'était illisible. Donc, on a fait le choix d'écrire simple, complexe et très complexe. Voilà. Alors, tout en sachant que les maximums de garantie, les maximums de garantie donc, qui sont fixés en fonction des équipements, incluent le forfait qui est alloué pour la monture qui ne peut pas dépasser 150 euros. Donc dans les cas, par exemple, si on souhaitait pour le premier cas de figure, c'est un équipement optique complet avec 2 verres simples. Donc si on souhaitait fixer la garantie au maximum, c'est-à-dire à 470 euros, dans ces 470 euros seraient forcément déjà inclus les 150 euros maximum alloués pour la monture. En sachant qu'il n'y a pas de possibilité de rebasculer, on va dire, de l'argent des verres vers la monture. C'est-à-dire que c'est maximum, on ne peut pas rembourser plus mieux que 150 euros la monture, ça n'est pas possible. C'est bien compartimenté et exactement.
la facture arrivera, qui sera regardée par tous les organismes de... Voilà, on sera particulièrement vigilant normalement là-dessus. Alors tout en sachant que les renouvellements donc, de ces équipements sont encadrés lorsque l'on choisit de souscrire donc un remboursement minimum et maximum, donc quand on choisit de rembourser l'optique au-delà du ticket modérateur. C'est quasiment tout en cas parce que le ticket modérateur en optique il est extrêmement bas. Voilà, bon, la majorité des contrats effectivement prévoient un remboursement des équipements optiques. Donc il s'agira ici d'avoir une paire maximum tous les 2 ans. Et ce délai sera réduit à 1 an en cas de modification de la correction, quelle qu'elle soit, et pour les mineurs. Et on reviendra sur les questions qui ont pu se poser à l'occasion de l'apparition du décret un peu plus tard. Exactement, tout en sachant que par le modérateur, celui-ci, il n'y aura pas de limitation dans le renouvellement de l'équipement optique, mais ça risque de coûter un peu cher à l'assurer quand même. Donc la grande nouveauté, c'est qu'on ne peut pas faire de remboursement d'équipement optique, sauf changement de vue. On ne peut pas le faire tous les ans, on doit le faire tous les 2 ans. Et que dorénavant, il y a un plafond à ces remboursements, qui peut être plus ou moins élevé selon la complexité du verre, sachant que ce plafond comprend la monture. Reste qu'il faut retenir des modifications sur l'optique. On retiendra également que le décret ne fait pas référence aux lentilles, alors que les projets, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des projets. Les projets en parlaient... avec un plafonnement à 100 €, vous voyez, ça a disparu, donc on suppose aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte pour les lentilles. Pareil pour les prothèses auditives, il n'y a pas de précision particulière. Pour les frais dentaires, le texte ne prévoit rien, même si le panier de soins, qui est un autre décret qui lui a été publié au mois de septembre, prévoit des prises en charge minimales, mais pour autant il n'y a pas de plafond, pas de maximum de remboursement. Donc voilà, ce qu'on retient, c'est qu'en frais dentaires, le ticket modérateur bien sûr, parce que tous les tickets modérateurs. Après, il n'y a pas de contrainte. On sait que le panier de soins, pour autant, nous met une contrainte, mais on l'a vu tout à l'heure, le panier de soins, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous l'année prochaine, pas tout de suite. Donc globalement, quand le panier de soins et le contrat responsable vont se rencontrer, c'est-à-dire autour du 1er janvier 2016, il faudra respecter toutes ces obligations. Mais il faut savoir aussi que le contrat responsable s'applique à tous les contrats, pas uniquement les contrats collectifs, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, aux contrats aussi individuels, alors que le panier de soins, lui, ne s'applique qu'aux contrats collectifs. Alors, il reste quand même malgré tout quelques points en suspens, des discussions de marché, de professionnels qui se sont interrogés dans le détail de tout ça, et vous avez eu des questions qui sont revenues progressivement, Pascal et Florence. Alors, la première, c'était comment est-ce qu'on va identifier les médecins qui adhèrent au CAS, les médecins qui n'adhèrent pas au CAS, et comment tout ça va se gérer concrètement dans le cadre de la complémentaire. Alors, à cette question, il y a une réponse très simple. On ne sait pas. On ne sait pas du tout comment, au niveau de la complémentaire, on va être capable d'identifier un médecin CAS d'un médecin non CAS. En revanche, on sait comment le patient, lui, pourra identifier un médecin CAS d'un médecin non CAS. C'est assez simple et c'est très bien fait. Sur amélie.fr, tous les médecins CAS sont référencés. amélie-direct.amélie.fr, effectivement. Voilà, vous avez exactement. Amélie a intégré en fait dans le répertoire des médecins la mention adhérent au CAS, et si c'est pas mentionné, c'est qu'ils n'adhèrent pas au CAS, pour aider les patients à choisir leur médecin. Après, vous avez au niveau des organismes gestionnaires de santé, il y a donc une difficulté pour identifier les médecins. Donc comment rembourse-t-on? Quelle garantie va-t-on appliquer? C'est un petit peu compliqué pour l'instant, on ne sait pas trop, même si la Caisse d'assurance maladie se sera engagée à faire un développement informatique en ce sens, toutefois rien n'est lancé pour l'instant. Oui, parce que concrètement, une grosse part des remboursements de prestations sont quand même initiés par les flux Noémie. Exactement, tout à fait. Et qui ne sont pas maîtrisés par les organismes complémentaires, mais par l'assurance maladie. Exactement. Et c'est là en fait où on est un peu en attente du type d'information et d'identification des médecins CAS et non CAS. Exactement. Pour l'instant, il serait question que donc, cette information soit intégrée dans les flux Noémie, mais elle se poserait alors la question, comment fait-on lorsque nous avons des supports papier? Pour l'instant, dans une feuille de soins, dans une feuille de remboursement, il n'y a pas de CAS non CAS. Donc, il faudrait aussi envisager ce point-là
Après, on a également une possibilité, mais qui est un petit peu compliquée, c'est d'identifier ce type de médecin, c'est que ce sera un médecin qui pratique des dépassements d'honoraires qui sera remboursé, où le patient sera remboursé en fonction du secteur 1. Mais c'est assez obscur et un petit peu compliqué à identifier pour l'organisme gestionnaire, parce qu'on ne sait pas forcément si ce médecin pratique des dépassements ou pas, et il suffit que par exemple ce soit un médecin même en casse qui fasse un dépassement d'honoraires assez faible, donc ça reste assez compliqué. Donc à ce stade, la mise en œuvre opérationnelle de sujet est encore un peu délicate. Tout à fait. Une autre question en fait qui vous est revenue assez régulièrement, c'est quid du principe de la surcomplémentaire et des options, comment ça va s'appliquer Alors déjà, je voudrais juste revenir tout à l'heure, on a parlé d'Amélie. Amélie, c'est le site officiel de la sécurité sociale. Bon, c'est pas une amie. Quid de la surcomplémentaire et des options? Alors, la surcomplémentaire, qu'est-ce que c'est? La plupart des contrats dont on parle depuis tout à l'heure sont les contrats collectifs d'entreprise. Et il arrive que à ces contrats collectifs d'entreprise, auxquels l'employeur participe, on ajoute un contrat dit surcomplémentaire, et donc là c'est bien le cas d'un deuxième contrat qui vient chapeauter, qui souvent d'ailleurs est un contrat facultatif, où le salarié paye la totalité de la cotisation. Et la question s'était posée de savoir, oui mais si mon contrat de base est bien responsable parce qu'il ne dépasse pas les plafonds, mais que si je rajoute cette surcomplémentaire, qui est un autre contrat, là en revanche je crève les plafonds, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous, juridiquement, en tant que juriste, on aurait pensé avec certitude que la base restait responsable puisque c'est un contrat autonome et que donc elle était taxée à 7%, elle avait tous les avantages, et la partie surcomplémentaire qui est un autre contrat était non responsable, taxée à 14%. Donc là, il n'y a pas d'avantage parce que la plupart du temps, c'est facultatif. Il y avait quand même un doute sur le fait que ce chapeau vienne faire perdre la responsabilité à l'ensemble du dispositif. Beaucoup de juristes le craignaient. Et heureusement, mais c'est uniquement à l'oral. Alors après, il faudrait que je décrypte un peu la circulaire qu'on a eue à midi seulement. Je regarderai de plus près si elle en parle, mais je l'ai pas vu. D'ailleurs, le projet de circulaire, pardon. Et heureusement, la direction de la sécurité sociale aurait dit à l'oral que non, évidemment, elle serait souple et qu'elle garderait le caractère responsable à la base et que seule la partie surcomplémentaire serait non responsable et aurait sa taxe de 14%, mais ça ne ferait pas perdre l'avantage à la base, qui garderait ses bénéfices. Et sur la partie option, qu'est-ce qu'on entend par option? Là, on est dans le cas où on a un seul contrat, parce que dans la partie que je viens d'expliquer, il y avait bien deux contrats différents. Là, on est dans le cas où il y en a un seul contrat, et que selon l'option qu'on va choisir, certaines options permettraient au contrat d'être responsable, d'autres options feraient dépasser le plafond, et là on serait plus responsable. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait à la tête, selon l'option qu'on a choisie? Et donc là, dans ces cas-là, la question n'a pas été posée à la direction de la sécurité sociale, mais nous, grâce à Voix, nous pensons que dans ces cas-là, le contrat perdrait son caractère responsable. Alors si je peux me permettre, en fait, quand vous disiez la base plus l'option permettrait de faire du contrat un contrat responsable alors qu'il ne l'était pas, c'est parce que l'option permettrait de passer au-dessus du seuil minimum de garantie. Non, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était le cas dont tu parles existe, et effectivement dans ces cas-là, si c'est l'option qui permet d'atteindre les planchers, ça resterait responsable. Non, mais l'exemple, j'ai du mal m'exprimer, dont je parlais tout à l'heure, c'était dans le cas où j'ai pris une surcomplémentaire additionnelle et que cette surcomplémentaire fait dépasser le plafond. Dans ces cas-là, la partie surcomplémentaire est non responsable, mais la partie de base reste responsable. Et pour les cas options, comme c'est le même contrat, si une des options fait crever le plafond, le contrat n'est plus responsable. Exactement, il faudrait en fait fonctionner avec deux contrats d'assurance différents et non pas un seul et même contrat d'assurance qui comporterait des options qui feraient dépasser les plafonds. En fait, il faut compartimenter il faudrait contrats pour que la base reste dans le tunnel dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, il faudrait au moins pouvoir apprécier la nature responsable sur au moins un des contrats. Sachant que les options, du coup, devront rester également, dans le cadre de ce contrat-là, à l'intérieur du tunnel. Voilà. Et effectivement, le cas dont tu parlais tout à l'heure, Bertrand, et qui est très hypothétique, mais qui peut exister, c'est dans le cas où on est dans le premier exemple que j'ai donné, c'est-à-dire on a un contrat surcomplémentaire différent, mais que cette fois-ci, ce contrat surcomplémentaire ne fait pas crever le plafond, mais par contre permet d'atteindre le plancher. Oui. Eh bien, dans ces cas-là, à la différence de tout à l'heure, la sécurité sociale, très généreusement, considérera que l'ensemble est responsable.
Là, elle ne les différenciera pas, donc elle est très avantageuse, on va dire, selon, on reste toujours du côté de l'entreprise sur ce cas-là en tout cas, et donc on gardera le caractère responsable quand c'est notre avantage, et on le gardera aussi si on crève les plafonds, parce que c'est pas notre avantage de le perdre. Très bien. Alors, une des questions qui peut arriver au quotidien, c'est je change d'assureur, je change de courtier conseil, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis dans la super période d'exonération et de transition, ou est-ce que je dois me mettre tout de suite au carré dès que je change quelque chose dans mon contrat? Non, tout à l'heure on a dit, ce sont les modifications dans l'acte de mise en place qui vous feront perdre ou pas le super privilège du 1er janvier 2018. Et là donc, on va regarder ce qu'il y a dans votre acte de mise en place. Si dans votre acte de mise en place, DUE, accord collectif ou référendum, le nom du courtier ou de l'assureur n'est pas indiqué, le fait de changer d'assureur ne vous fera pas perdre le bénéfice de la grande période d'adaptation. Parce que vous allez certes changer de contrat, mais tout à l'heure on a bien vu que ce n'est pas la modification du contrat qui compte, c'est la modification de l'acte. En revanche, si dans votre acte de mise en place, DIE, accord collectif ou référendum, l'assureur était indiqué, nécessairement si vous changez d'assureur, comme votre acte de mise en place doit être le reflet de la réalité, théoriquement, vous devez donc modifier votre acte de mise en place pour le mettre en conformité avec le réel et indiquer que dorénavant votre assureur c'est plus X mais c'est Y. Alors, comme ça peut être très désavantageux de perdre cet avantage, si c'était la stratégie de l'entreprise de le conserver très très longtemps, on pourrait se poser la question de est-ce que ça vaut la peine de modifier mon acte pour si peu en effet. Est-ce que je peux avoir une différence entre la réalité de mon contrat d'assurance et... Si je vous fais une réponse de juriste, non. Il n'y a pas y avoir de différence entre ce que vous faites et ce qui est marqué dans votre acte. Donc normalement, changer d'assureur vous oblige à, si l'assureur est indiqué dans l'acte, à changer l'acte. Mais en pratique, si vous ne changez pas l'acte, parce que vous voulez vraiment garder le 1er janvier 2018, pour une raison X, quel est mon risque en fait? Le risque, il pourrait être que vous ayez un redressement URSSAF, puisqu'on pourrait considérer que votre acte n'est pas conforme. Mais si c'est uniquement sur ça, on peut croiser les doigts et espérer que le contrôleur URSSAF comprenne que c'est un oubli et vous dit bon ben c'est pas grave, le prochain renouvellement vous changerez. Ça reste une construction intellectuelle. Voilà. Si je vous fais une réponse juridique, je dois vous dire mais de toute façon en conformité. Voilà. En sachant que le nom de l'assureur ou le nom du courtier, ce n'est pas une information qui est obligatoire ou qui doit forcément figurer dans l'acte juridique, c'est une information. Donc pour autant, elles sont systématiquement obligées de mettre à jour son acte juridique impérativement lorsqu'on change. C'est vrai que dans le passé, on aurait dit bon pourquoi pas, ce n'est pas forcément essentiel. Maintenant, ça reste un peu plus compliqué. Après, tout va dépendre, on va un petit peu essayer de s'adapter aux pratiques qui vont se développer autour de, on va dire, l'attitude de l'URSSAF face à ce type, est-ce que je dois me modifier ou est-ce que je peux patienter ou pas, on verra un petit peu au fur et à mesure de la pratique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les URSSAF ont dit que la moindre modification de l'acte, même si elle était mineure, c'est des pertes de bénéfices. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas modifier son acte. Quid de la modification de la correction? Alors ça, il s'agit du cas où vous avez un contrat qui prévoit la possibilité, qui était en avance sur le contrat responsable et qui prévoyait déjà le fait que les lunettes, c'est tous les 2 ans. Très bien. Mais il prévoyait la possibilité d'avoir un changement annuel à condition qu'il y ait une modification de la correction visuelle, mais que cette modification soit supérieure à 0,25 dioptries. Qui est le minimum. Qui est le minimum, voilà. Pourquoi? Parce que, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il se trouve, en tout cas on m'a expliqué, que 0,25 dioptries, c'est le minimum, c'était possible d'avoir un changement de 0,25 dioptries selon son état de fatigue, tout simplement. Du soir au matin. Voilà. Et donc, finalement, ça reviendrait à permettre à tout le monde de changer de lunettes tous les ans, parce qu'au final, 0,25 dioptries, c'est le changement minimal et on peut l'avoir très facilement. Du coup, certains contrats avaient prévu ça et disaient j'accepte que vous changez annuellement, mais à condition que ce soit pour un changement supérieur à 0,25 dioptries. Or, aujourd'hui, le contrat responsable tel qu'il est, le décret sur les contrats responsables tel qu'il est rédigé, ne prévoit pas ça. Et donc, si votre contrat prévoit des minimums de correction, eh bien, il n'est pas dans les clous par rapport au caractère responsable. Donc, du coup, il faudrait permettre
des changements annuels en cas de correction, quelle que soit la correction. Donc même minimum. Pour se mettre en conformité, concrètement, il ne faut pas prévoir de minimum de correction. Exactement. Il ne faut pas rajouter une condition supplémentaire au fait au contrat responsable qui ne permettrait pas cette fois-ci d'atteindre le plancher en fait de garantie et qui priverait l'assuré de pouvoir renouveler, comme il est indiqué dans le contrat responsable, tous les ans sa correction à partir du moment où il y a une modification de celle-ci. Est-ce que c'est une question qui a été prise en compte dans les réflexions, notamment dans la circulaire, ou c'est encore trop tôt pour... Alors on a pas voulu la circulaire. J'ai parcouru assez rapidement. Ce point-là n'en est pas envisagé, même si j'ai lu quelques articles dans la presse qui indiquent qu'effectivement cette rédaction permettra assez facilement en fait de contourner le dispositif de tous les 2 ans. Pour autant, c'est un petit peu délicat. Si une modification devait intervenir, elle interviendra, je pense, un peu plus tard, en fonction notamment du compte rendu que va rendre un observatoire qui a été créé donc par la loi de financement rectificative, qui est censé fixer en fait et déterminer les pratiques du marché sur l'optique, les verres, les montures, etc. et déterminer si les assurés abusent un petit peu ou pas sur la consommation en fait des équipements. Parce que l'idée en fait du plafonnement à un équipement tous les 2 ans, c'est quand même d'éviter la surconsommation en termes d'optique. Oui, tout à fait. Ça, donc on verra à l'avenir ce que le législateur nous réserve. Alors on avait des contrats qui sont montés régulièrement avec des compteurs qui étaient prévus notamment sur des lunettes tous les 3 ans. Et on peut se dire dans l'absolu, du coup c'est mieux que tous les 2 ans, donc c'est encore plus responsable. Encore plus responsable. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien non, pour nous c'est pas bon, parce que si on s'est beaucoup penché sur les plafonds, puisque la nouveauté du contrat responsable c'est les plafonds, il y a quand même des planchers. Et comme le texte dit que vous êtes obligé de prendre en charge un minimum, si vous prévoyez des dépassements d'honoraires, à une certaine somme pour certains types de lunettes, si vous faites dans votre contrat une prise en charge tous les 3 ans, vous ne faites pas la prise en charge minimum tous les 2 ans prévue par le contrat responsable, donc vous n'êtes pas responsable. Donc on respecte le maximum mais pas le minimum. Voilà. Donc tous ces contrats doivent se remettre en conformité en rebasculant de toute façon sur un équipement tous les 2 ans. Tout à fait, à échéance selon comme on a vu. Alors la circulaire, elle parle un petit peu de la périodicité de la modification tous les 2 ans. Ce serait c'est soit au moment de l'adhésion au contrat, soit au moment où on a changé son équipement. Et ce serait 2 ans à partir de cette date-là. D'accord, donc concrètement, si je change mes lunettes aujourd'hui, je vais chez l'opticien changer mes lunettes. Dans ces cas-là, je pourrais les rechanger que dans 2 ans. D'accord, à date calendaire dans 24 mois. Exactement, tout à fait. D'accord. Et dans l'hypothèse où je change d'employeur, que je change de contrat, le compteur va repartir forcément à 0, tout à fait. Très bien. Puisque c'est par contrat. Alors, c'est l'occasion en fait de prendre vos questions s'il y en a. A priori, peu de questions, ça veut dire qu'on a été très très clair. Merci beaucoup en tout cas Pascal et Florence. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous souhaitez poser vos questions. Alors, j'en profite pour vous dire, le temps que certains d'entre vous puissent poser leurs questions, pour vous dire que toute la présentation qui a été faite assez brillamment, je dois dire, par Florence et Pascal, sera disponible tout de suite après, dès que vous aurez terminé, raccroché entre guillemets de la webconférence, elle sera téléchargeable directement sur une page web. Vous pouvez également prendre contact avec vos chargés de clientèle habituels qui pourront également répondre à toutes vos questions sur ce genre de sujets et puis d'autres sujets dont on n'a pas eu le temps de parler encore, mais le panier de soins minimum, les dernières mises en conformité pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés, qui feront peut-être l'objet d'une prochaine séance qu'on envisage de faire ensemble. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Oui, donc nous avons une question qui est la suivante. Un avenant à notre accord est-il considéré comme une modification de l'acte? Tout à fait, oui. Alors c'est un avenant, il faudra que cet avenant concerne bien les frais de santé. Si c'est par exemple, on peut avoir le cas de figure d'un accord collectif qui concerne frais de santé et prévoyance,
en parcourant notamment ce projet de circulaire, il est mentionné que la modification doit impacter les frais de santé. Dès lors, si l'avenant en question n'impacte pas par exemple les frais de santé et impacte plutôt la prévoyance, dans ces cas-là, l'URSSAF ne considérerait pas qu'il y ait une modification de l'acte juridique impactant les frais de santé. Par contre, si l'avenant en question concerne les frais de santé, ce sera évidemment une modification. Un avenant, par définition, c'est une modification de votre accord, donc l'acte a été modifié, donc ça a un impact. Alors ce que vient de dire Florence, là, c'est une nouveauté qui est issue du projet de circulaire, parce que vous m'auriez posé la question il y a 2 jours avant que je vois le projet de circulaire, je vous aurais dit toute modification de l'acte, quand bien même elle toucherait la prévoyance, fait perte de bénéfices. Et a priori, vous voyez, tout l'intérêt des circulaires. Ça, c'est en droit. En droit, c'est ça la réponse. Mais la circulaire, c'est la façon dont le ministère va vous dit, moi, voilà comment je vais travailler avec ce droit, et il ne peut pas le rendre plus strict, mais en revanche, elle peut dire, mais moi, je serai plus souple. Et donc, si la circulaire nous dit, moi, je serai plus souple, tant mieux pour nous. Donc là, ce que vient de dire Florence, c'est très intéressant, c'est une nouveauté, c'est qu'effectivement, la modification, elle doit porter sur les frais de santé et pas uniquement sur les prévoyances. Ça, c'est une nouveauté. Alors une autre question un peu plus pratique qui est le changement de correction impose-t-il aussi un changement de monture? Alors vous repartez, le changement de correction, ça vous refait relancer votre forfait complet et vous pouvez ou pas changer votre monture. Mais en tout cas, c'est soit tous les 2 ans, soit tous les ans, et ce sera le forfait global, donc incluant les montures. Donc on peut changer ses montures tous les ans si on le veut. Si la question c'est, si est-ce que vous me permettre de reformuler en fait, c'est-à-dire que j'ai un changement de correction au bout de quelques mois, 1 an par exemple, Voilà. Je dois attendre 1 an pour changer ma paire de lunettes qui va porter mes verres, ou est-ce qu'au même moment je peux changer et l'équipement et les verres? Oui, je pense que là on peut changer tout l'équipement. Par contre, ce qui serait complexe, je pense que le fait n'a pas été prévu, ce serait que vous ayez un changement de correction et que vous ne vouliez changer que vos montures. Donc là, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais c'était drôle. Et sinon, non, effectivement, le contrat parle d'équipement. Donc effectivement, un changement de correction permet de changer tout l'équipement. On a également récemment posé quid, je casse mes lunettes. Et ben là c'est pas de chance. Alors, c'est pas de chance parce que c'est pas prévu. Donc voilà, c'est pas de chance. Donc sauf si l'assuré se débrouille pour obtenir une modification de sa correction, il ne pourra pas refaire partir le forfait avant l'expiration du délai de 2 ans. S'il existe une limite d'une paire par an ou d'une paire tous les 2 ans, doit-on payer à minimal le ticket modérateur sur la 2e paire éventuelle? Le ticket modérateur doit toujours être pris en charge. La deuxième paire, vous avez la deuxième paire offerte gratuite, c'est ça, que certains opticiens proposent? Ah, est-ce que l'assuré, par exemple, si l'assuré se décidait de quand même refaire une 2e paire de lunettes, il ne serait pas pris en charge et remboursé par... C'est un point assez précis. Je dirais que... je vois mes juristes particulièrement attentifs et ils tournent les pages. Sans le remboursement, je dirais oui, s'il n'y a pas la garantie où je prends à minima ou maxima, là, aucun doute, ce sera ticket modérateur à chaque fois que la personne change ses lunettes, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, est-ce qu'il prendrait le ticket modérateur par contre quand on a les minima et les maxima? Ça c'est une très bonne question, il faut pencher dessus. Oui. Je suis pas sûre. Je pense qu'on va pouvoir compléter la circulaire de... J'ai pas compris la subtilité. Pour moi la question c'était si je change de lunettes avant les 2 ans, est-ce que j'ai droit au minimum au prise en charge de ticket modérateur? Et dans ces cas-là, la réponse c'est oui. Alors j'ai un complément d'information sur cette question qui est lorsque la personne casse sa première paire et qu'il en rachète une autre prise en charge par la sécurité sociale. Alors, Et donc la question c'est est-ce qu'on peut à nouveau en bénéficier d'une prise en charge jusqu'au maximum, c'est ça? Voilà, non, je pense que oui. Je pense que non également. Je pense que s'il n'y avait pas eu en fait le complément de remboursement, donc les minima et les maxima, ça aurait été oui ticket modérateur. Par contre là du fait en fait de l'encadrement, du fait on propose cette garantie, oui, là on prendra à mon avis, on pourra replonger un peu dans la circulaire, dans ce projet qui laissera un peu, qui en parle un petit peu mais c'est pas hyper clair non plus. Mais j'ai des doutes là-dessus. Je ne pense pas qu'on prendrait le ticket modérateur dans ce cas de figure précis-là.
Ce que je vous propose, c'est par rapport à ce point très précis, on refera un petit complément d'information après investigation, parce que ça me paraît très pointu. Lise, est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, nous avons une autre question. J'ai un contrat mis en place au 1er janvier 2015, avec des garanties différentes en fonction du cas. Suis-je obligé de l'appliquer ou pas? Je comprends pas la question. Si le contrat est signé, vous l'appliquez. Oui, je vois pas pourquoi on décale. Enfin, pourquoi pas. Ah oui, si la question c'est j'ai fait un contrat en fait qui est déjà responsable au 1er janvier 2015, est-ce que j'étais vraiment obligé de le faire? La réponse est non, vous n'étiez pas obligé de le faire, vous auriez pu attendre le 1er janvier 2016 si votre régime tournait déjà, puisque c'est au prochain renouvellement après le 1er avril 2015, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous l'avez fait, c'est bien. Personne ne vous reprochera de l'avoir fait tout de suite. C'est d'ailleurs, alors nous, mais c'est parce qu'on n'est que des juristes, nous on considère que le plus vite on se met en conformité, le mieux c'est. Oui, tout à fait. Mais je sais qu'après, socialement, c'est compliqué parce que pour certains types de contrats, notamment pour les contrats cadres qui remboursaient très bien en optique, si tout d'un coup on se voit appliquer des plafonds, il y a des entreprises qui souhaitent conserver le plus longtemps le bénéfice du remboursement avantageux. Donc ils ne voudraient pas le mettre en conformité, de se mettre en conformité tout de suite. Donc ils essayent par tous les moyens de garder la période transitoire la plus longue possible. Ça, c'est une stratégie qu'on peut conserver. Voilà. Après, sur le plan du droit, mettre un contrat responsable tout de suite dès le 1er janvier 2015, c'est très bien. C'est pas tout à fait, c'est tout à fait possible. La seule difficulté que je vois à la mise en œuvre serait éventuellement la difficulté de distinguer ces médecins-là lorsque l'organisme gestionnaire va réceptionner les demandes de remboursement. Là, ça risque d'être éventuellement un tout petit peu compliqué à la pratique, mais faut voir. Alors j'ai récupéré la question de Madame Delvigne qui est la suivante. Et si l'avenant ne touche pas aux garanties frais de santé, mais est une extension du contrat à une filiale, sans aucune autre modification? Non, pour moi, c'est une modification, quoi qu'il arrive. Ça touche pas forcément les garanties, ça touche pas les cotisations, mais c'est vrai que l'URSSAF est bien... Si je comprends bien en fait la question, j'ai un accord... Ce sera un accord de groupe, par exemple, avec un ciblage de société, et en fait, on fait un avenant pour étendre en fait à une des sociétés du groupe, donc cet acte juridique... Après, l'URSSAF nous dit c'est n'importe quelle modification. Et effectivement, là, c'est bien une modification de son acte juridique par le biais d'un avenant. Donc, en fait, en intégrant une société au sein de son acte global, elle oblige l'intégralité des établissements à se mettre en conformité. Entendons-nous bien, on est bien dans le cas d'une entreprise qui aurait par exemple un accord global pour l'ensemble des filiales qui proposent son groupe et qui les a citées. Et qui donc, du coup, il y a une nouvelle entreprise qui arrive dans le groupe, elle est obligée de la citer également, et donc ça, elle fait un avenant, et donc là, un avenant un avenant à l'acte, donc là, a priori, ça ferait perdre l'avantage de la période transitoire. Mais maintenant, on parle bien de l'acte. Si c'était un avenant au contrat, parce qu'il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir, voilà, dans ces cas, on peut avoir aussi d'un groupe où chaque filiale a son propre acte de mise en place, mais tout le monde adhère au même contrat, on l'a déjà vu, et que donc du coup on fait un avenant au contrat pour permettre à cette entreprise d'adhérer. Là par contre non, parce que c'est le contrat. Donc on parle bien de l'acte de mise en place, pas du contrat d'assurance. C'est très clair. Je crois du coup que nous sommes arrivés au bout des questions. Pascal, Florence, est-ce que vous avez des points complémentaires que vous voudriez On va prendre connaissance du projet de circulaire, en débattre un petit peu entre nous et puis on tiendra. Vous reviendrez à nous informer des contenus en fait. On le met en diagonale vite fait parce qu'on vient d'avoir et ce n'est qu'un projet. Et le point le plus important, moi que je vois de ce que j'ai lu, mais je l'ai lu très 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 vite, ce serait cette fameuse date du 18 novembre plus avantageuse, c'est-à-dire que les modifications, jusqu'à présent, on le disait et on le dit dans notre document là, que pour garder le super privilège du 1er janvier 2018, il faut avoir fait ces modifications avant le 9 août. Là, ce serait avant le 18 novembre, donc ce serait encore mieux. Voilà, ça c'est ce que dirait la circulaire, mais je dois le vérifier. On doit le vérifier. Il faut surtout que la circulaire soit officielle. Pour l'instant, c'est